Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons maintenant parler des événements. Donc maintenant que l'on sait sélectionner des éléments, on a vu comment un peu les manipuler, mais le problème c'est qu'en JavaScript, ou lorsque l'on va écrire du script JavaScript, on ne veut pas directement dès le chargement de la page que les éléments changent de couleur ou bougent. En général, on va avoir un événement déclencheur qui va permettre d'exécuter ces opérations-là. Par exemple, dès que je clique sur un bouton, je veux afficher ou masquer du contenu. Dès que je soumets un formulaire, je veux faire des choses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc lorsque l'on va écrire un script en JavaScript, on va attendre des événements, c'est-à-dire qu'on va attendre un événement avant de déclencher une opération particulière. Donc pour utiliser ce système d'événements, on va avoir besoin de créer des écouteurs d'événements. Donc globalement, on va prendre un élément, donc avec l'outil de sélection que l'on a vu dans le chapitre précédent, et on va dire, lorsqu'il se passe telle ou telle chose sur cet événement, je veux effectuer une opération. Et on utilisera pour cela des fonctions. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit exemple très simple. Donc, on va prendre notre premier paragraphe et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, dès que je clique dessus, je veux qu'il devienne rouge. Donc, globalement, dès que je clique sur le premier paragraphe, je veux rajouter la classe red. Alors, la première étape, ça va être de sélectionner notre élément. Donc, ça, pas de problème, on sait faire depuis le chapitre précédent. On fait document.querySelector et on va sélectionner notre premier paragraphe. Ensuite, on va devoir lui dire quand je clique. Alors pour cela, on va utiliser une nouvelle méthode que l'on ne connaît pas encore, qui est la méthode addEventListener. Donc cette méthode prend deux paramètres. Un premier paramètre, ça va être le nom de l'événement que l'on va vouloir écouter. Donc il existe des tonnes et des tonnes d'événements disponibles au niveau du JavaScript. On a l'événement click, on a l'événement double clic, on a l'événement quand on survole, donc mouse over, et quand on sort du survol, mouse out. On a aussi un écouteur pour écouter quand est-ce que la souris bouge. On a un écouteur pour détecter quand on appuie sur une touche. On a un écouteur pour savoir quand est-ce qu'on focus un champ, quand est-ce qu'on sort du focus d'un champ, lorsqu'on soumet un formulaire, lorsqu'on change des informations, et ainsi de suite, ainsi de suite. On a tout un tas d'événements. Donc, je vous mettrai dans l'article, en dessous de cette vidéo, la liste de ces événements-là. Et après, vous allez les découvrir un petit peu au fur et à mesure et au moment de vos besoins, en fonction de votre utilisation. Donc nous, en l'occurrence, ici, on veut écouter un clic sur notre premier paragraphe. Donc en premier paramètre, on mettra clic. Donc le nom de l'événement, c'est toujours entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. En second paramètre, on va lui passer une fonction que l'on souhaite exécuter lorsque cet événement va se dérouler. Donc lorsque l'on clique, c'est la fonction qui sera passée en paramètre qui sera exécutée. Donc cette fonction, on peut la créer séparément. Par exemple, on peut créer une fonction qu'on va appeler rougie. Ce sera une fonction qui prendra le premier paragraphe. Donc là, on peut directement récupérer la valeur de P et qui fera un P.classList.add et on rajoute la classe red. Du coup, au niveau de mon événement, second paramètre, je peux lui dire exécute cette fonction-là, rougie. Si je sauvegarde et que j'actualise la page, dès que je clique sur ce premier paragraphe, hop, il prend la classe rouge et vu qu'il y avait mon système de transition, il se met à rougir. Donc ce que je peux faire, c'est même mettre ici plutôt un toggle, histoire que si je clique une première fois, il met la classe rouge, je clique une seconde fois, il enlève la classe rouge. C'est un petit peu plus sympa. Donc maintenant, imaginons, je veux greffer ce comportement aussi sur le second paragraphe. Donc ce que je peux faire, c'est ici faire une variable PS qui sera tous les paragraphes en faisant un document.querySelectorAll et je sélectionne tous les paragraphes. Ensuite, je fais une petite boucle for var i égale 0, i inférieur à la taille de mes paragraphes et i++. À l'intérieur de ce petit for, je vais créer une variable p. Donc là, on commence à être habitué. Et pour chaque paragraphe, je vais rajouter le event listener. Donc si je fais ça et que je clique par exemple sur le premier paragraphe, je remarque que ça ne fait pas exactement ce que je veux. C'est le second paragraphe qui passe au rouge. Pourquoi? Parce que j'ai bien le même problème que la dernière fois. C'est-à-dire qu'ici, dans ma fonction, je lui dis prends l'élément qui est dans la variable p et ajoute-lui la classe rouge. Le problème, c'est que la variable p a évolué au moment du for. Ce qui fait que quand on clique sur le bouton, P a automatiquement pris la dernière valeur de ma boucle for. Et du coup, P a comme valeur le dernier paragraphe, ce qui ne me va pas. Alors, ce que je pourrais faire, c'est englober tout ça avec mon système de fonctions, comme on l'avait vu dans un chapitre précédent. Mais c'est pas très pratique et c'est difficilement lisible. Mais heureusement pour nous, on a une autre solution, c'est l'utilisation de la variable vis.
Donc dans le cas d'une fonction qui est utilisée dans un événement, donc ce genre de fonction, on appelle ça des listeners ou des écouteurs. Donc dans le cas d'un écouteur, à l'intérieur de cet écouteur, la variable this, si vous vous souvenez, on avait fait un test, this, ça vaut automatiquement le contexte global. Dans le cas d'un listener, this aura comme valeur l'élément sur lequel a été greffé l'événement. Alors je vais vous prouver ça, on va faire un console.log et on va voir ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une seconde fonction que je vais appeler démo. Et là, je vais faire un console.log aussi de this. Et juste avant ici, je vais mettre démo. Alors dans le console.log, vous pouvez mettre plusieurs paramètres et ça vous affichera plusieurs paramètres au niveau de la console. Et ici, je vais mettre rougi. Comme ça me permettra de faire la différence entre les deux éléments. Et je vais appeler la fonction démo directement. C'est juste pour vous montrer que this changera de valeur suivant le contexte. Si je sauvegarde et que maintenant je sors mon petit inspecteur de code, au niveau de ma console, je vois que lorsque démo est appelé, this fait référence à window, donc c'est l'objet global. Si je clique maintenant sur un paragraphe, je vois que this, lui, ne fait plus appel à window, mais fait appel au paragraphe sur lequel on était. Si je clique sur le second paragraphe, this aura comme valeur le second paragraphe. Donc lorsque l'on crée une fonction qui est utilisée comme listener, this fera référence à l'élément sur lequel a été appliqué notre écouteur. Donc lorsque cette fonction est appelée, lorsque l'on clique sur le premier paragraphe, this aura comme valeur le premier paragraphe. Lorsque l'on clique sur le second paragraphe, this aura comme valeur le second paragraphe. Du coup ici ça nous simplifie beaucoup les choses. On peut lui dire directement this, donc ce sera le paragraphe en question, point classList, point add, et on ajoute la classe red. Et nous, on avait même dit qu'on allait utiliser un toggle. Si je sauvegarde et que je retente d'actualiser ma page, cette fois-ci, lorsque je clique sur le second paragraphe, c'est bien le second paragraphe qui passe au rouge. En revanche, lorsque je clique sur le premier, c'est bien le premier qui passe au rouge. Donc, il faudra bien faire attention, lorsque l'on crée des listeners, automatiquement, le this fera référence à l'élément sur lequel on est. Donc après, vous avez d'autres événements. Par exemple, comme je vous l'ai dit, on a la possibilité de détecter lorsque l'on passe sur notre paragraphe. Donc dans ce cas-là, on peut lui dire... Donc dans ce cas-là, l'événement sera un mouseover. Donc lorsque l'on passe sur le paragraphe, on créera une fonction. Hop. Et dans cette fonction, on fera un this.classList.add red. Donc lorsque l'on passe sur le paragraphe, on lui ajoute la classe rouge. Lorsqu'on quitte le survol, donc là on fait un add event listener, c'est lorsqu'on quitte, c'est mouse out. Là on va lancer une autre fonction qui va supprimer tout simplement la classe rouge. Bon, c'est un petit peu bête, on pourrait faire ce survol en CSS, mais c'est juste pour vous montrer un exemple avec d'autres événements. Si je réactualise la page, dès que je passe dessus, ça me donne la classe rouge. Et dès que je quitte le survol, ça va m'enlever la classe rouge. Alors là, ici, j'ai mis add, mais c'est remove. Voilà, hop. Et là, j'ai créé un petit effet de survol. Alors, c'est pas forcément super intéressant, mais voilà, c'était pour vous donner un exemple concret. Donc après, il y a d'autres petits trucs, d'autres petites subtilités à comprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit lien ici, et je vais mettre un lien vers mon site web. On va se faire un petit peu de pub. Et on va mettre cliquez ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une classe sur ce type de lien. Par exemple, je me dis, tous les liens qui mènent vers un site externe, je vais leur ajouter une classe external. Ce que j'ai envie de faire, c'est lorsque quelqu'un clique sur ce type de lien, on lui mettra une alerte pour lui dire est-ce que vous voulez vraiment quitter le site. On utilisera plutôt une confirmation. Donc si je reprends mon code, je vais récupérer l'ensemble des liens. Donc pour cela, je fais un document.querySelector all et je récupère tous les liens qui ont la classe external. Donc là, je peux même préciser, oui, je veux vraiment sélectionner tous les liens. Ensuite, j'utilise ma fameuse boucle for. Donc là, je ne la commande plus, vous devez être un expert maintenant en boucle for. Et je vais lui dire, lorsque tu cliques sur le lien, donc pour cela, j'utilise l'événement click, tu vas lancer une fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à l'utilisateur est-ce qu'il veut vraiment quitter le site. Donc on fait un window.prompt.confirm. Voulez-vous vraiment quitter le site? Et je vais récupérer la valeur. Donc là, ici, je vais mettre var réponse.
Et pour l'instant, je vais juste faire un coup de console.log de réponse. Donc ça va me donner soit true, soit faux. Si j'actualise la page et que je clique sur cliquer ici, automatiquement on me demande si je veux quitter ou non. Je fais annuler et malgré tout, je suis redirigé vers mon site web. Donc là, on est un petit peu embêté. On aimerait bien empêcher cet événement de se dérouler. C'est-à-dire lui dire, bon ben, stop le comportement par défaut si jamais l'utilisateur ne veut pas quitter le site. Donc il faut savoir que la fonction qui est passée en second paramètre du add_event_listener peut prendre un paramètre. Et ce paramètre sera l'événement et contiendra tout un tas d'informations concernant l'événement qui aura été déclenché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un coup de console.log, histoire qu'on voit un petit peu l'allure de cet événement-là. Donc vu que je vais être redirigé sur un site, je vais ici cocher la case préserve log. Préserve log permet de dire même si tu changes de page, je veux que tu préserves les logs. Et ça me permettra de continuer à voir ce que j'ai affiché. Donc si je clique, je suis redirigé vers mon site et je vois que mon mon événement ici, c'est une variable de type mouseEvent. Et à l'intérieur, on a tout un tas de paramètres, comme par exemple la position de la souris, sur quel élément on a cliqué, la position de la fenêtre et plein d'autres informations. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce type d'objet-là, encore une fois, il ne faut pas hésiter à se rendre sur la documentation. Donc hop, si vous cherchez event ou mouse event, on va vous montrer toutes les différentes propriétés que vous pouvez récupérer. Et de la même façon, mouseEvent, on vous dit que c'est un objet de type event. Donc ça a aussi accès à toutes ces propriétés-là et toutes ces méthodes. Donc il y a une méthode qui est très intéressante, si vous regardez, c'est la méthode preventDefault. Cette méthode, si vous lisez, annule l'événement s'il est annulable, sans stopper sa propagation. Donc nous, c'est ce que l'on souhaite faire ici. On veut lui dire, si jamais l'utilisateur ne confirme pas, on veut stopper l'événement. Donc là, ce que l'on peut écrire, donc on va même nommer la variable event, ça nous parlera un petit peu plus. On peut demander à l'utilisateur, est-ce qu'il confirme? Et s'il ne confirme pas, c'est-à-dire qu'il a cliqué sur annuler, dans ce cas-là, réponse vaut faux. On peut faire if réponse égale false. Mais dans ce cas-là, on mettra un event.preventDefault. Donc cette méthode, comme on nous l'a indiqué, annule un événement. Si j'actualise ma page, je clique ici, je clique sur annuler et mon événement est prevent, est annulé. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va utiliser très très souvent. Donc il y a certains événements qui sont annulables, comme par exemple la soumission d'un formulaire, un reset de formulaire, un clic sur un lien ou même un clic sur un bouton. Et voilà, donc dès que vous avez quelque chose qui doit être annulé, vous allez utiliser cette méthode preventDefault. Donc de la même façon, si je clique sur OK, le preventDefault n'a pas lieu et du coup mon lien continue à fonctionner. Alors par contre, on vous parle de la propagation. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Alors pour vous montrer un exemple concret, on va créer un paragraphe et à l'intérieur de ce paragraphe, on va mettre un lien. Donc on est parti au niveau de ma partie démo.html. On va simplifier notre petite démonstration et on va créer un paragraphe qui va englober notre petit lien. Et d'ailleurs, on va laisser le comportement par défaut. Et là, on va mettre un petit lorem ipsum. Donc, je reviens au niveau de mon JS. Je vais garder un petit peu ma logique là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un comportement lorsque l'on clique sur un paragraphe. Donc, on est parti. Je fais un document.querySelector. Vu que je n'ai qu'un paragraphe, je n'ai pas à m'embêter. .addEventListener. Et je vais lui dire, lorsque tu cliques sur le paragraphe, tu vas lancer une fonction. Dans cette fonction, je vais mettre un console.log, j'ai cliqué sur le paragraphe. Et je vais lui demander aussi de m'afficher l'événement. Donc là, en paramètre de cette fonction-là, je lui passerai l'événement. Donc de manière générale, lorsque vous allez créer une fonction qui va être passée en second paramètre du addEventListener, vous allez systématiquement créer une fonction avec ce paramètre-là. Parce que vous allez forcément en avoir besoin quasiment à un moment donné. Lorsque je clique sur le lien ici, juste avant le confirme, je vais mettre un coup de console.log, j'ai cliqué sur le lien. Et je vais aussi afficher l'événement. Et je vais le stocker dans une variable E. Donc après, c'est à vous de vous faire vos propres nomenclatures. Moi, j'ai pris l'habitude, lorsque j'écris du code JavaScript, de nommer ce paramètre E comme événement.
Mais si ça vous va mieux au début pour pouvoir vous y repérer de l'appeler event, ben, n'hésitez pas à continuer à l'appeler event, hein, ça ne posera absolument aucun problème. Et là on fait un e.preventDefault. Donc si maintenant je réactualise et que je clique sur ce petit lien là, on voit qu'on me dit j'ai bien cliqué sur le lien. Je clique sur annuler et on me dit j'ai aussi cliqué sur le paragraphe. Bizarre. En fait ce qui se passe c'est qu'on a une propagation. Le paragraphe englobant le lien, lorsque je clique sur un lien, ben, ça déclenche d'abord l'événement du lien et ensuite l'événement du paragraphe. Et ensuite, si j'avais un listener par exemple sur le document ou sur le body, ben, ça me dirait aussi que j'ai cliqué sur le body. Donc c'est ce qu'on appelle de la propagation. Donc un événement, il ben, se propage vers les parents. Du coup, vous avez une autre méthode qui va être très très utile en plus du prevent default, qui est la méthode stop propagation. Comme son nom l'indique, elle permet de stopper la propagation. Par exemple, si je clique sur un lien externe, je ne veux pas déclencher les événements qui seraient au-dessus. Là, je peux mettre un event.stop propagation. Si je fais ça, maintenant, dès que je clique sur un lien, alors là, je vais décocher préserve log, dès que je clique sur un lien, l'événement n'est plus propagé. Je vois que l'événement sur le paragraphe n'a pas eu lieu. Donc ça peut être utile, encore une fois, dans certains cas, et on verra des exemples concrets un petit peu plus tard. Mais globalement, ces deux méthodes-là, ce sont des méthodes à retenir que vous aurez besoin d'utiliser très 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 rapidement. Alors d'ailleurs, tant qu'on y est, là on peut observer l'objet MouseEvent et on voit un petit peu toutes ses propriétés. Dans cet objet, il y a différentes choses qui peuvent vous être utiles, comme par exemple la position de la souris, donc c'est ce que vous retrouvez avec client X et client Y. Vous aurez aussi la possibilité de récupérer les keycodes si vous écoutez par exemple la frappe sur un champ, on en parlera juste après. Vous avez aussi deux variables qui sont plutôt utiles, qui sont les variables target et current target. Alors pareil, vous pouvez avoir plus d'informations sur la documentation. Alors ce sont des propriétés qui ne sont pas des propriétés de MouseEvent, mais directement des propriétés de event. Alors je vais vous montrer la différence qu'il existe entre ces deux variables-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici. Et on va dire, lorsque tu cliques sur le paragraphe, je veux que tu cancelles l'événement en faisant un prevent default. Vous allez être habitué, vous allez le faire un petit peu partout. Et ensuite, je veux que tu m'affiches l'événement. Lorsque je sauvegarde et que je réactualise, hop, si je clique sur le paragraphe, je vois que la valeur de target ici, donc c'est tout en bas, c'est le paragraphe, ce qui paraît relativement logique. En revanche, lorsque je clique sur le lien, j'ai bien cliqué sur le paragraphe, vu que le lien est dans le paragraphe. En revanche, la valeur de target, elle, aura changé. Et là, la target, ça sera la cible véritable sur laquelle j'ai cliqué. Donc à l'intérieur du paragraphe, il me dit tu as cliqué sur ce lien-là. En revanche, la valeur de current target, ça sera toujours la même valeur que le vice en fait. Ça fera référence à l'élément sur lequel on a cliqué. Alors attention avec la console de Chrome ou la console de vos navigateurs parce qu'elle peut parfois être trompeuse. Là, vous voyez que current target vaut nul dans les deux cas. En fait, le problème de la console, c'est qu'elle stocke la variable en mémoire et lorsque vous la dépliez, elle vous affiche les différentes propriétés. Mais elle vous affiche les propriétés et les valeurs qu'elles ont au moment où vous dépliez ce petit truc-là. Et du coup, ces propriétés ont peut-être un petit peu changé. Donc si vous voulez voir la propriété dans un objet, n'hésitez pas à être précis en mettant current target directement. Et là, vous allez voir, quand je clique sur le paragraphe, ça ne vaut effectivement pas nul. Donc c'est un petit détail, mais si jamais vous voyez des problèmes ou des variables qui n'ont pas les valeurs attendues, c'est à cause de ce petit retour-là. Ce que vous pouvez faire pour être sûr à 700 voire à 8000% de ne pas vous tromper, c'est plutôt aller dans la partie source et mettre des breakpoints. Parce que les breakpoints vous montrent les valeurs au moment de l'exécution de votre code. Si je mets un breakpoint ici, un point d'arrêt, dès que je vais cliquer, pouf, il va arrêter mon script. Et là, dans les variables locales, hop, j'ai vraiment les bonnes valeurs. Et dans la partie current target, je vois bien mon paragraphe. Donc ce que je peux faire, je peux stocker ça dans une variable globale. Hop. Je laisse mon script continuer à s'exécuter. Et si je déplie ma variable globale, je vois bien que le current target est repassé à nul, alors qu'il avait bien une valeur à ce moment-là. Donc faites attention parce que souvent, si on se repose trop sur la console, on peut avoir des erreurs. Donc on parlera plus tard de la notion d'objet, comment fonctionnent ces événements, comment fonctionne l'héritage. C'est des choses beaucoup plus complexes et ça nous permettra de comprendre pourquoi on a ce type d'erreur-là. Voilà, ceci étant dit, préférez toujours débugger avec les breakpoints, c'est beaucoup plus exact. Donc de la même façon, tant qu'on est à parler de la console, si vous voulez connaître les événements qui sont liés à un élément,
Dans la partie éléments, vous pouvez cliquer sur votre paragraphe et vous avez ici une partie Event Listener. Si vous cliquez dessus, ça vous montre les événements qui sont greffés. Donc là, on voit j'ai un événement sur le clic et lorsque je clique, on me montre l'événement. Donc si je déplie ma fonction, je ne vois pas grand chose, mais par contre ce que je peux faire, c'est faire un clic droit, Show Function Definition, et ça me montre à quel moment a été défini cet événement au niveau de mon code. Et ça c'est plutôt pratique. Donc comme pour les set intervalles et les set timeouts, on a une fonction qui est l'antagoniste à cette fonction-là. On va avoir une fonction qui permet de supprimer un événement. Donc cette fonction va marcher de la manière suivante. Alors je vais créer une variable pour sauvegarder le paragraphe. Ce sera plus simple. Et globalement, elle s'appelle Remove Event Listener. Vous faites p.remove Event Listener. Vous lui passez en premier paragraphe l'événement que vous voulez supprimer. Donc là, c'est le clic. Et en second paragraphe, vous devez lui passer le listener. Donc là, on est un petit peu embêté parce que, comme des gros malins, on a directement déclaré la fonction. Donc si jamais vous voulez utiliser le remove, vous ne pouvez pas lui mettre la même fonction. Non, il ne saura pas faire le rapprochement, il ne saura pas que cette fonction est égale à cette fonction. Donc ce que l'on doit faire, c'est sauvegarder la fonction dans une variable. Donc là, on va l'appeler onClick. Donc la fonction, on va l'appeler onClick. Voilà. Et là, je peux lui dire, supprime-moi cette fonction sur le paragraphe. Et du coup, lorsque je vais cliquer sur mon paragraphe, il ne fera plus rien. Voilà, donc ça peut être utile si vous voulez par exemple que quand on clique sur un élément, ça fasse quelque chose, mais ensuite, une fois que ce truc est fait, on ne veut pas que ça continue. Par exemple, on se dit, lorsque tu cliques, tu vas rajouter au paragraphe, donc on peut directement faire this.add.classlist.add et on ajoute la classe red. Et on va faire un coup de console.log rouge. Dès que je clique sur ce paragraphe-là, automatiquement, il rajoutera la classe rouge. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je clique, cet événement est relancé, ce qui est un petit peu bête, parce qu'une fois que l'on a cliqué une fois, le paragraphe est rouge et on ne veut plus écouter cet événement. Donc, inutile de continuer à exécuter ce code-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'à la fin de notre fonction, on peut mettre un p.removeEventListener. On met le même nom que l'événement, et là, on met directement notre fonction onClick. Voilà, ce qui fait que dès qu'on va cliquer pour la première fois, il removera l'event listener, il supprimera l'écouteur, et du coup, on n'a plus l'écouteur sur notre paragraphe. Et de la même manière, si je regarde dans la partie event listener, on voit qu'il a disparu. Donc voilà, globalement, pour ces deux trucs-là, c'est pas plus compliqué que ça en fait. On a juste un add event listener et un remove event listener. Donc tant qu'on y est, on va parler d'événements un petit peu plus poussés. Par exemple, les champs et les formulaires. C'est en général un petit peu plus compliqué. Donc je vais créer un champ que je vais mettre de type texte et on va lui mettre un ID particulier. On va l'appeler A. Alors en général, lorsque vous allez faire votre CSS, vous allez avoir tendance à mettre plein de classes. Ce que l'on va faire, c'est que lorsque l'on parlera de JavaScript, on va avoir tendance à donner des ID à nos éléments et de cibler nos éléments en JavaScript en utilisant les ID pour éviter des collisions. Le problème, si vous ciblez les éléments en vous basant sur leur classe, c'est que si jamais votre designer ou votre intégrateur se dit « Tiens, je changerais bien la classe de cet élément pour changer son style », il va casser votre JS. Donc de manière générale, on utilisera plutôt les ID pour pouvoir faire la liaison avec le JavaScript. Autre chose, sélectionner un élément par rapport à son ID est plus performant, c'est-à-dire que le JavaScript prend moins de temps pour sélectionner un élément par rapport à son ID. Donc de manière générale, et tant qu'on peut, on mettra un ID à nos éléments. Donc ici, je vais sélectionner mon champ et je veux détecter lorsque l'on change la valeur de ce champ-là. Donc on est parti, je vais prendre mon app.js. Et si j'ai regardé la liste des événements, l'événement qui me semble le plus adapté, c'est l'événement change. Donc je prends mon champ, document.querySelector. Je sélectionne mon input qui a l'ID A. Et ensuite, je vais lui dire, j'ajoute un événement, et c'est dès que tu changes la valeur. Donc c'est l'événement change. Et je vais lancer une fonction qui prend en paramètre l'événement. Et voilà. À l'intérieur, pour l'instant, je mets un console.log de E. Si j'actualise ma page, je sors ma console, j'appuie sur A. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas de changement. En revanche, dès que je sors du champ, c'est-à-dire que je sélectionne un autre champ, là, il me montre les informations. Donc faites bien attention parce que quand on lit change, on a l'impression que ça veut dire dès que le champ change.
Ça veut dire dès que je vais taper une valeur, mais pas vraiment. En fait, c'est dès que le champ change lorsque l'on le quitte. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte les changements faits en live. Si on veut écouter les changements en live, il y a deux autres événements qui sont les événements key up et key down. Key down détectera lorsque l'on commence à appuyer sur un bouton et key up, c'est lorsqu'on relâche le bouton. Donc là, on va écouter un coup de key up. Hop. J'appuie sur A et je vois directement que ça a lancé un événement, et un événement de type keyboard event. Dans cet événement, on a un truc qui est plutôt cool, c'est le key code. Le key code nous donne en fait la touche qui a été appuyée. Alors il faut faire attention, ça ne nous donne pas directement la lettre sur laquelle on a appuyé. Ici, en l'occurrence, un A. Ça nous donne un code. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est pas très pratique. Comment j'obtiens la lettre qui a été tapée? Mais là, ce que l'on peut faire, c'est utiliser, si on reva dans les strings. En général, je préfère passer par Google tout simplement parce que ça m'évite de faire deux recherches. Il me fiche plus rapidement la page. Donc dans les chaînes de caractères, on avait vu, lorsqu'on avait parlé des grosses fonctions, on avait vu ces deux fonctions et je vous avais dit elles ne sont pas très utiles. Mais justement, elles sont utiles pour ce truc-là. En fait, c'est une fonction qui prend en paramètre le numéro de la chaîne de caractères et qui vous retourne la vraie valeur. Donc là, c'est plutôt cool parce que si on lui passe 65, il va détecter que c'est un A. Je vous fais un exemple concret. Je fais un coup de console. Donc plutôt que de faire un console.log de l'événement, je fais un console.log de string.from charcode et je lui passe en paramètre le e.keycode. Donc l'entier qui correspond à la touche qui a été appuyée. Si je fais ça, j'appuie sur A et là je vois qu'il m'affiche un A majuscule. Donc ça me permet de détecter quelle lettre a été appuyée. Donc si on veut limiter un champ, et ça peut être sympa, on peut lui dire, si la lettre, donc on va créer une variable lettre, qui sera donc un string.from charcode, et on lui passe en paramètre le e.keycode. J'aurais pu garder le code que j'ai écrit tout à l'heure. On va lui dire si la lettre est différente de un A majuscule, dans ce cas-là, tu fais un event.preventDefault. Event.preventDefault. Tu empêches en fait l'exécution du code classique. Donc si j'essaie sur ma page, malgré tout, je vois que je peux rentrer. Alors, il faut faire attention parce que tous les événements, justement, ne sont pas annulables. Le key-up, lui, si on l'annule, ça ne change rien. En revanche, si je mets plutôt l'événement key-down, donc c'est lorsque l'on appuie sur une touche, cet événement-là est annulable et le key-down m'empêchera de taper n'importe quoi. Si je tape des A, ça fonctionne. Si je tape n'importe quelle lettre, vous l'entendez peut-être au micro, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il empêche le key-down de s'effectuer. Et du coup, sur mon champ, les lettres ne sont pas soumises. Donc on va continuer sur les événements. On va voir un dernier truc, c'est la soumission d'un formulaire. Par exemple, je vais créer un champ, un input de type texte. Je vais lui mettre pas de valeur ni rien. Je vais lui donner un ID. On va l'appeler CP comme code postal. Je vais englober ce truc dans un formulaire. Voilà. Donc au niveau du formulaire, je vais mettre tout simplement une action bidon, ça va rediriger vers la même page. Et je vais créer un champ qui permet de soumettre. Donc je vais faire un input de type submit et je vais lui mettre comme valeur envoyer. Ce que je veux faire, c'est que dès que j'envoie ce formulaire-là, automatiquement, il vérifie que le code postal qui est tapé est bon. Donc un code postal, pour le vérifier, on va juste vérifier que la taille du champ, c'est-à-dire la taille de ce qui est rempli, soit de 5. Voilà, parce que tous les codes postaux ont 5 caractères. Alors c'est relativement naïf comme essai, mais c'est juste pour vous montrer un autre type d'événement. Alors pour les formulaires, on peut être tenté de se dire lorsque tu vas cliquer sur le bouton soumettre. Mais ce n'est pas forcément la meilleure méthode. On a un événement sur les formulaires qui est l'événement submit, qui permet de détecter lorsque l'on est en train de soumettre un événement. Cet événement est annulable pour annuler la soumission du formulaire. Donc je vais donner un ID à mon formulaire. Donc on va l'appeler form, parce que je suis très original. Ensuite, on va modifier donc notre JavaScript. On va dire lorsque tu soumets le formulaire. Donc document.querySelector. Je sélectionne mon formulaire et je vais lui rajouter un événement. Donc l'événement, ça sera submit, lorsque je soumets un formulaire. Et tout de suite, je prends l'habitude de créer ma fonction et de lui passer en paramètre l'événement. Donc là, j'ai besoin de récupérer ce qui est dans ce champ-là. Alors ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Mais si vous voulez récupérer le contenu d'un champ,
ben, il vous suffit de sélectionner ce champ-là. Donc là, je fais un coup de document.query selector. Je vais sélectionner mon élément qui a l'ID CP. Voilà, et ça, je vais le stocker dans une variable. Et si je veux sa valeur, il me suffit de faire cp.value. Voilà, et ça me donne simplement la valeur sous forme de chaîne de caractères. Rien de plus simple. Donc là, ben, je vais reproduire un peu la même chose au niveau de mon code. Je vais récupérer le code postal en faisant var cp égale ça. Et je vais lui dire, si la taille de la chaîne est différente de 5, ben dans ce cas-là, tu mets une alerte, le formulaire n'est pas bon. Et surtout, tu empêches le formulaire de se soumettre. Donc if cp.value.length est différent de 5, ben dans ce cas-là, tu feras un alerte, le code postal n'est pas bon. Donc là, j'ai choisi de mettre des simples quotes, donc je dois échapper cette quote-là. Voilà. Et ensuite, je fais un event.preventDefault. Comme ça empêche la soumission du formulaire. Si j'actualise, je tape n'importe quoi, je clique sur envoyer, le code postal n'est pas bon. En revanche, je tape quelque chose qui fait bien 5 caractères, je clique sur envoyer et je vois que la page s'est bel et bien actualisée. Donc d'ailleurs, tant qu'on est à parler des formulaires, ben on va aussi voir d'autres types de formulaires. Donc hop, je vais créer un champ, hop, un input de type checkbox et je vais lui mettre la valeur et je vais lui mettre l'ID mention. Et ce sera, vous savez, cette fameuse checkbox qui dit j'accepte les mentions du site. Ou les CGU, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est empêcher la soumission lorsque je clique sur envoyer si ce champ n'est pas coché. Alors pour vérifier si un champ est coché, les champs ont une propriété qui est checked, qui permet de savoir si ce champ est coché ou non. Donc là, je vais faire un document.query selector. Je vais sélectionner l'élément qui a l'id mention. Et je prends sa propriété checked. Donc là, je vois que ça vaut false. Si je coche et que je lui demande la valeur de checked, c'est true. Donc si je veux faire un petit peu la même chose au niveau de mon JS, je récupère mon champ en faisant directement ici la variable mention. Et je vais lui dire, si la mention n'est pas checked, donc if mention.checked égale false. Donc là, dans ce cas-là, alerte, vous n'avez pas accepté les CGU. Hop. Si maintenant je réactualise, je clique sur envoyer, je n'ai pas accepté les CGU, je coche la petite case qui est très très importante et maintenant je peux soumettre le formulaire. D'ailleurs, au passage, au niveau des conditions, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, vous pouvez directement écrire différent. Si vous mettez différent de, donc ces points d'exclamation devant un terme, ça équivaut à ce que l'on a dit. Ça équivaut à égal false. Donc si la valeur qui est après le point d'exclamation vaut 0, vaut undefined ou vaut nul, dans ce cas-là, ça va fonctionner. Voilà. Enfin, dernier cas, donc que je réfléchisse, c'est les select. Hop, comment on sélectionne? Donc là, on va dire select. On va mettre un ID particulier. On va mettre un name. Name, on va mettre âge. Et au niveau de l'ID, on va mettre âge aussi. On va proposer deux options à l'utilisateur. Donc soit il a 4 ans. Voilà. Soit, on va pas s'amuser à mettre tous les âges. Soit il a 21 ans. On va imaginer qu'on est à l'entrée d'un site porno et qu'on demande quel âge il a. Et s'il a en dessous de 18 ans, il ne peut pas rentrer. Donc maintenant, comment je fais pour récupérer cette valeur-là? Donc encore une fois, on va essayer via la console. On va récupérer l'élément qui a l'ID âge. Donc on va faire var âge égale document.querySelector. Donc là, vous commencez à habituer. Alors JavaScript, c'est un peu chiant parce que tout est un petit peu long, mais bon, on s'y habitue au fur et à mesure. Donc avec les select, vous avez d'autres options importantes. Vous avez la variable option qui vous montre l'ensemble des options. Et vous avez aussi une variable selected index qui vous montre l'index qui a été sélectionné. Et vous avez enfin une dernière possibilité qui est le selected options. Le selected options vous montre toutes les options qui ont été sélectionnées. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu con parce que ça n'en affiche qu'un seul. Mais si jamais vous avez par exemple un champ avec plusieurs... avec un select multiple, ce qui est possible en HTML si vous mettez multiple ici, hop. Du coup, vous vous retrouvez avec un truc où vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs. Dans ce cas-là,
je recrée la valeur âge. Ben, selected index vous donne absolument n'importe quoi. En revanche, selected options vous montre les options qui ont été sélectionnées. Donc là, à vous de décider comment vous voulez l'utiliser. Donc nous, on va plutôt utiliser ce selected options et récupérer l'élément qui a été sélectionné. Donc on récupérera le premier élément, vu que notre select n'est pas multiple. En revanche, hop, donc on est reparti. Donc on va créer une variable qui sauvegardera l'option et on lui demande la première option systématiquement. Donc le problème, c'est qu'on récupère l'élément HTML et si on veut la valeur, on fera option.value. Et là, ça nous donnera 4. Et on fera un parseInt si on veut le comparer par exemple à une valeur numérique. Donc là, en l'occurrence, hop, je crée une variable âge qui vaut directement cet élément-là. Ensuite, je lui demande directement l'option qui a été sélectionnée. Voilà. Et ce que je peux faire, c'est à la volée faire un parseInt. ParseInt de tout ça. Et je mets en second paramètre 10 parce que je veux ça en base 10. Maintenant que j'ai mon âge, je vais lui dire si l'âge est strictement inférieur à 18, strictement inférieur à 18, on m'en alertera, vous ne pouvez pas rentrer. Et ensuite, on mettra un event.preventDefault. Et hop, tout en haut, j'ai oublié de mettre un point value pour lui demander, je ne veux pas l'option, je veux la valeur de l'option. Si je clique sur envoyer maintenant, hop, je ne peux pas rentrer. En revanche, si je mets que j'ai 20 ans et que je clique sur envoyer, je vois que ça fonctionne correctement. Enfin, dernière petite remarque à la limite sur les formulaires et après on aura fini. Hop, si je regarde mon partie démo.html, si je crée un input hop, et que je lui donne l'ID démo, vous avez deux choses qui peuvent être utiles. Vous avez une méthode, alors je vais créer une variable démo qui sera l'élément démo, document.querySelector. Je sélectionne l'élément qui a l'ID démo. Vous avez une méthode qui s'appelle focus, qui permet automatiquement de mettre le focus sur ce champ-là. Donc ça peut être utile par exemple si dès que vous rentrez sur une page, vous voulez mettre le focus. Alors si vous l'exécutez au niveau de la console, vu que votre focus est sur la console, ça ne va pas fonctionner, c'est-à-dire que vous ne verrez pas ce truc-là. Mais si dès le début de ma page, je me dis je veux focuser ce champ-là, là je vois que dès que j'actualise, je suis dans le vide. Si dans mon app.js, je fais ce que j'ai écrit tout là-haut, hop, démo.focus, automatiquement ça va, dès que j'actualise la page, focuser ce champ-là. La fonction opposée, c'est la fonction blur. Blur permet d'enlever le focus sur un champ. De la même manière, comme ces méthodes-là, on a deux événements, focus et blur, qui font la même chose. Focus va détecter lorsque l'on sélectionne un champ. Donc si vous voulez détecter quand on sélectionne un champ, ne faites pas dès que tu cliques sur un champ. Non, utilisez plutôt la méthode focus. Et l'événement blur va être utilisé dès qu'on quitte un champ. Donc attention, le blur va se déclencher tout le temps. Même si la valeur n'a pas changé, dès que je vais désélectionner un champ, il va dire « Ah, l'événement blur a été changé ». Si j'écoute sur un change, si je sors du formulaire, il ne va pas me renvoyer l'événement. En revanche, si je change la valeur, dès que je vais faire un blur, là il va me dire « Ah, l'événement change a été déclenché ». Donc attention, il y a tout plein d'événements comme ça qui vont pouvoir être utilisés suivant les cas. Ça va véritablement dépendre de vos situations. Ensuite, vous avez aussi tout un tas d'événements qui sont liés au CSS. Vous avez notamment des événements qui vont permettre d'écouter les transitions et dire dès que une transition CSS a fini de s'exécuter, je vais faire ça. De la même manière, on a aussi des événements sur des images. Par exemple, on peut dire lorsque une image a fini de se charger, alors je fais ça. D'ailleurs, vous avez un dernier événement qui peut vous servir, c'est l'événement pour détecter quand est-ce que la page est chargée. Donc le JS, on l'a mis tout en bas de notre document, ce qui fait que notre document est chargé. Si je fais par exemple, je vais garder ma variable démo, et je vais faire un coup de console.log, démo.value. Bon, je prends juste ça pour, à titre d'exemple. Et dans mon démo.html, je vais mettre une valeur par défaut à mon champ, value égale salut. Si je fais ça, je vois que ça ne me donne pas de problème, ça m'affiche salut. Le problème, c'est que si jamais je me dis, mon app.js, je vais le charger tout en haut de mon document, à cet endroit-là. Au moment où est exécuté notre code,
ben, il ne trouve pas ce document .querySelector parce que notre code est exécuté directement au moment du chargement. Ce qui lui pose évidemment un petit problème. Et il me dit non, tu essaies d'appeler value sur quelque chose qui n'existe pas. Donc ce que l'on peut faire, c'est lui demander d'attendre que le document soit chargé. Donc, pour cela, on peut greffer un événement sur le document en faisant un document.addEventListener et on va lui demander d'écouter le DOM content loaded. Donc ça, c'est un événement particulier qui est propre au document et on lui passe en second paramètre la fonction. Et ensuite, dans cette fonction, on va faire ce que l'on écrivait tout à l'heure. On écrit une variable démo, et dans cette variable démo, on fait un coup de console.log demo.value. Si j'actualise la page, je n'ai plus d'erreur. Je vois bien que ça m'affiche salut correctement. Si vous voulez avoir une liste de tous les événements qui sont disponibles, je vous en mettrai quelques-uns comme je vous l'ai dit en bas de l'article, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez chercher sur Google, ou vous faites MDN, vous cherchez Event Reference. Globalement, c'est une grosse page qui va contenir tous les événements, donc vraiment tous. Et vous voyez, comme je vous le dis, c'est impossible de tous vous les montrer dans les tutoriels, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça vous montre à gauche le nom de l'événement, ça vous explique quand est-ce qu'il est déclenché, et ça vous dit le type d'événement qui est renvoyé. Donc ça peut être utile, par exemple, vous dites lorsque je fais un key-up, c'est un keyboard event qui est envoyé, et quand je clique dessus, ça me montre les méthodes et les propriétés qui sont propres à cet événement. Donc je peux repérer par exemple, je peux détecter quand est-ce qu'on a maintenu la touche Alt ou ce genre de choses. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant que l'on a vu un petit peu toutes les bases, on sait sélectionner des éléments, on sait déclencher et écouter des événements, du coup, on va faire des exemples concrets. On va voir comment on peut utiliser déjà tous les outils que l'on a vus jusqu'à maintenant pour commencer à créer nos premiers composants en JavaScript. Donc on va créer un système d'onglets par exemple, on va créer un système de sommaire et on va voir plein de trucs cool. Donc le JavaScript, il n'y a pas de secret. Vous ne pouvez pas l'apprendre comme un gros dictionnaire. Malheureusement, il y a beaucoup trop de choses et beaucoup trop d'objets. Même moi, j'en connais vraiment très peu. Donc, dès que vous avez des problèmes, il ne faudra pas hésiter à aller chercher sur Google. Vous allez souvent tomber sur des questions de style Stack Overflow ou autre. Et dans ces questions, maintenant que vous comprenez un petit peu les mécaniques du JavaScript, vous allez trouver des informations. Par exemple, vous pouvez vous demander comment j'écoute le scroll. Vous cherchez ça sur Google et vous allez voir quels événements ils écoutent et comment ils écoutent ces événements. Donc après, c'est beaucoup de travail de découverte. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains chapitres où on va voir quelques exemples concrets.